Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Aujourd'hui, nous allons parler de la toile des réseaux sociaux. Cette toile bien vicieuse qui nous piège tous, et pour certains, de la façon la plus mortelle. Alors, c'est parti. Je pense qu'il est important, à l'heure actuelle, de faire un constat à la fois honnête et sévère de l'impact absolument néfaste des réseaux sociaux et des applications en tout genre, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Airbnb, Tinder, etc., etc. Les réseaux sociaux, et toutes ces saletés, on peut le dire, sont vraiment en train de se glisser sournoisement dans l'homme et de cultiver le pire en lui. Que ce soit l'égocentrisme absolu, que ce soit le chaos généralisé entre insultes, hyperémotivité, agressivité et irrationalité, que ce soit encore l'absence de courtoisie, de respect, de pudeur, de raisonnement, ou encore l'explosion de la dépression, ou que ce soit la disparition des interactions sociales, à la fois conviviales et physiques. Et qui que vous soyez, il y a de fortes chances que les réseaux sociaux aient raison de vous, si vous les surutilisez, et qu'ils pervertissent au minimum un aspect de votre personnalité en fonction de votre profil social, de votre statut social et de vos besoins en tant qu'individu. Alors à présent, commençons, et commençons fort, avec le premier piège mortel des réseaux sociaux, le culte pervers de l'ego. Piège qui concerne principalement les jeunes filles, disons les adolescentes, et ce qu'on appelle les femmes enfants, donc âgées environ entre 13 et 35 ans. Depuis son plus jeune âge, et particulièrement au moment de l'adolescence, la jeune fille a besoin de plaire, de se sentir désirable et de se sentir validée au sein de son environnement social, que ce soit dans le cercle familial élargi, dans les groupes d'amis et auprès des jeunes garçons. C'est tout simplement une façon de trouver sa place et de trouver prochainement un partenaire fiable, cohérent et solide afin de fonder à son tour sa propre famille. De la même façon que le jeune garçon, lui, trouvera sa place en faisant le coq auprès des filles et en faisant l'aventurier auprès de ses pairs, au sens de ses amis, de ses camarades. Encore une fois, pour se démarquer de ses concurrents et pour trouver une partenaire qui sied à son rang social. Et toute l'industrie de la beauté, des cosmétiques, de la mode, de tout l'appareil marketing d'aujourd'hui a bien compris cela. Ils utilisent ces besoins primaires et naturels, ces dynamiques sociales, pour vendre et pour prospérer financièrement. C'est pour cette raison qu'ils occupent désormais le terrain des réseaux sociaux en collaboration étroite avec les grandes entreprises que l'on connaît bien, telles que Facebook, Instagram, Snapchat et toutes les autres. Ainsi, les réseaux sociaux prospèrent grâce au culte de l'image, des standards de vie et du lifestyle, comme on dit, grâce au culte de la valeur sociale et donc de l'ego. Garçons et filles, hommes et femmes sont pris dans ce piège. Les filles s'exposent et d'ailleurs vendent parfois leur image et même certains produits de consommation, pendant que les garçons les valident par des likes, des commentaires, des messages privés, des garçons qui positionnent la jeune fille sur un piédestal et l'idéalisent en raison de sa notoriété de réseau. Car les réseaux sociaux qui connectent des individus du monde entier ont complètement bouleversé le rapport des chiffres, le rapport quantitatif. Par exemple, quand une jolie fille, il y a quelques décennies, pouvait recevoir quelques compliments par semaine, des compliments d'hommes dans la rue, de quelques collègues ou voisins, aujourd'hui, la jeune fille reçoit des centaines de likes Facebook, des centaines de matchs Tinder, voire même des milliers par semaine. Ainsi, la valeur sociale d'une jeune fille, plutôt jolie, est complètement déréglée et surestimée car totalement virtuelle. Cette valeur n'a aucun lien avec le monde réel, puisque dans la réalité, elle ne reçoit pas l'intérêt de centaines d'hommes chaque jour. Les dynamiques virtuelles sont donc biaisées et complètement malsaines, puisqu'elles vont interférer dans la psychologie humaine et jusqu'aux rapports de séduction et aux rapports amoureux. Car, malheureusement, les connexions nerveuses du cerveau ne font pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ces innombrables preuves sociales reçues de la part des hommes ne feront que booster l'ego de la jeune fille, et de la majorité des filles, puisque, de toute façon,
Il existera toujours des hommes pour faire des compliments ou pour tenter d'offrir plus, et d'ailleurs que la fille soit très belle ou le soit moins. Le rapport est donc totalement déséquilibré. Donc, nous avons d'un côté des jeunes femmes de plus en plus valorisées et jugées exclusivement pour leur physique, de plus en plus égocentrées, de plus en plus superficielles et hautaines, puisqu'elles se contentent de travailler leur apparence, leur plastique par des artifices tels que les filtres des selfies, le contouring en maquillage et la chirurgie esthétique. D'ailleurs, le mot même selfie parle de lui-même. Et de l'autre côté, nous avons des hommes de plus en plus dépendants de ce contenu visuel, aguichant, excitant, sexuel, du contenu qui flirte avec la pornographie, transformant de plus en plus les hommes en individus needy, comme on dirait en anglais, et pervers et névrosés. Les réseaux sociaux piègent donc à la fois les femmes et les hommes et les embourbent dans la perversion. Par ailleurs, nous savons que des réseaux internationaux de prostitution prospèrent notamment sur Instagram, sur Snapchat, Tinder, WhatsApp, Airbnb et bien d'autres. On appelle ce nouveau phénomène, qui est né du détournement des médias sociaux, la prostitution 2.0. D'ailleurs, c'est un phénomène qui touche bien largement les jeunes filles mineures. D'après les rapports officiels de cette année, 60% des victimes de prostitution sont des mineurs. Les clients, eux aussi, sont de plus en plus jeunes. On dit également qu'Internet a mangé la prostitution de rue et que cette nouvelle forme de prostitution représenterait désormais les 2 tiers de la prostitution en France. Sur Internet, tout est discret, tout est dissimulé, tout est anonyme et tout est accessible. 4 éléments qui aident à fabriquer un nid favorable pour toutes les activités illicites. Une nouvelle fois, la loi marchande s'est emparée d'un nouveau secteur, évidemment vulnérable, évidemment néolibéral, et s'est emparé avec lui de bien des filles. Les réseaux sociaux ont également fortement contribué à l'essor de la glamourisation de la prostitution, soit le fait de se prostituer avec des hommes fortunés pour gravir l'ascenseur social, pour obtenir un confort matériel et financier en échange de faveurs sexuelles. C'est par exemple le cas bien connu en France de Zaya et aussi les cas plus populaires des Sugar Daddy et des étudiantes cherchant à financer leurs études supérieures. Deuxième piège mortel, l'explosion du taux de dépression chez les jeunes. En effet, puisque les réseaux sociaux mettent tout le monde à nu, ils poussent les internautes à se montrer sous leur meilleur jour, et ceci même si c'est faux. Car qui voudrait montrer ses faiblesses aux autres? Qui voudrait montrer sa mauvaise humeur, sa vulnérabilité? Absolument personne. Et la dépression touche d'autant plus les jeunes, puisque l'adolescence est la grande période de socialisation. Tout adolescent cherche à entretenir le maximum de relations sociales, cherche à s'intégrer dans un groupe, à faire corps avec lui, à épouser sa mentalité, à être accepté par ses pairs, quitte parfois à gommer certains traits de sa propre personnalité. Car les adolescents, pour la majorité, œuvrent à augmenter leur popularité et leur cool attitude. C'est un des grands besoins de l'adolescence. On s'émancipe de l'âge enfant et du cocon familial pour se construire une identité à soi qui est accueillie par le monde alentour. Et ceci commence à l'école, au collège et au lycée. Et tous ceux qui sortent de ce schéma de socialisation ne sont clairement pas bien vus par leurs camarades. On a tous en tête, dans nos souvenirs d'école, l'adolescent qui était exclu et qui nous paraissait étrange, anxieux, peu sûr de lui, et qui souvent devenait le bouc émissaire. D'ailleurs, à cet âge-là, la pire des insultes est être un sans-ami. Les réseaux sociaux ont une nouvelle fois décuplé les effets négatifs des dynamiques de groupe, puisque sur les réseaux sociaux, la meilleure façon d'être accepté par les autres est de montrer, souvent de façon artificielle et fausse, le côté extraordinaire de sa vie. Ce qui est absurde quand on n'est qu'un adolescent ou un jeune adulte. C'est une course à la vie parfaite, soi-disant, à la vie de succès, de joie, de fun, de cool et d'esthétique. Et malheureusement, les individus ne peuvent pas s'empêcher de se comparer les uns les autres. Ainsi, les réseaux sociaux s'appuient sur 2 types d'internautes adolescents. Il y a d'un côté les soi-disant stars, les influenceurs comme on dit, qui entretiennent cette machine sociale, des sortes d'agents sans en avoir conscience, qui communiquent de façon artificielle sur leur train de vie apparemment parfait sans le moindre défaut. Et de l'autre côté, nous avons l'armée des followers, ceux qui envient terriblement et naïvement ce train de vie promu comme parfait, abondant et surtout réel.
Ce qui est une vaste blague, car en réalité, très peu d'adolescents vivent dans l'abondance matérielle, très peu d'entre eux voyagent régulièrement à l'étranger, très peu peuvent se permettre de s'acheter tout ce qu'ils veulent, et quasiment personne n'a réussi quoi que ce soit dans sa vie à son âge. Cela concerne une toute petite minorité, et puis cela n'a pas forcément de lien avec le bonheur. Mais ça, la grande partie des jeunes ne l'a pas encore compris. Et pour la minorité qui l'aurait compris, elle préfère parfois rester dans cette grande machine sociale dans laquelle vivent les jeunes afin de ne pas sortir du jeu social, afin de ne pas être exclus par les camarades. Car le rejet est bien sûr l'une des plus grandes peurs du jeune. Ainsi, d'après les études les plus récentes, l'utilisation des réseaux sociaux augmente de façon très significative le taux de dépression chez les adolescents français et tous les adolescents en règle générale puisqu'il s'agit d'un phénomène social et mondial. Et avec cette dépression, le manque d'estime de soi et de confiance en soi, le sentiment d'inutilité, les pensées morbides et même le suicide. Et plus la consommation des réseaux sociaux augmente, plus leurs effets néfastes s'accroissent. Il est donc grand temps de la réduire. Ajoutons que la dépression touche plus souvent les filles que les garçons, puisqu'elles y sont plus présentes et infiniment plus investies. Le troisième piège mortel, l'anarchie du discours. Les réseaux sociaux protègent d'une certaine façon chaque internaute de la réalité, puisqu'ils s'inscrivent dans le virtuel. Les internautes se sentent protégés derrière leurs écrans, ils peuvent agir en toute impunité derrière des pseudos et des faux profils. Ils ne risquent pas de sanctions directes, de peines lourdes, de violences physiques qui pourraient calmer leur animosité et qui les obligeraient à répondre de leurs actions. En effet, au pire, leur message est supprimé. Ainsi, les réseaux sociaux déresponsabilisent ses utilisateurs, et c'est pour cette raison que les insultes, que les phrases chocs, que les discours émotifs et complètement irrationnels pleuvent éternellement, notamment lorsqu'on en vient à débattre de la politique. Par exemple, Twitter est devenu un défouloir général, dans la capacité même d'être relayé par les masses. C'est l'effet boule de neige quasiment immédiat, et donc sans le moindre recul, dépourvu d'analyse et donc évidemment immature. Par ailleurs, il faut savoir que les informations les plus relayées sur Twitter sont des informations négatives, des critiques provocantes, des insultes gratuites, des clashs sans intérêt. Les politiques, les journalistes, les activistes radicalisés, les star people sont d'ailleurs les maîtres dans ce domaine, et il serait temps de les responsabiliser puis de les dégager. Quatrième piège mortel, la disparition de l'authenticité des rapports humains. Nous avons vu dans le premier piège mortel, lié au culte excessif de l'ego, que les rapports entre hommes et femmes sur les réseaux sociaux étaient complètement déséquilibrés et biaisés par rapport au réel. Les réseaux sociaux ne sont qu'une bulle à part, une matrice en quelque sorte. Sur les réseaux sociaux, les jeunes femmes reçoivent des signes d'intérêt sans compter qui propulsent leur valeur sociale de façon exorbitante, et cela au quotidien, phénomène qui court-circuite leur rapport aux hommes puisqu'elles ont l'illusion d'un succès et d'un pouvoir de séduction démesuré. Ainsi, parce qu'elles ont un physique avantageux ou pas d'ailleurs, les jeunes filles des réseaux sociaux remettent au lendemain le choix d'un partenaire réel, puisqu'elles connaissent l'abondance de prétendants masculins, mais une abondance virtuelle. Éventuellement, à travers les applications de rencontres telles que Tinder, ces jeunes filles peuvent rencontrer un certain nombre de prétendants. Mais puisqu'elles vivent dans cette abondance quotidienne du match, elles penseront que demain leur apportera un prétendant sans doute plus intéressant, plus fortuné, plus beau, de statut social supérieur, etc. etc. C'est ce que l'on appelle l'hypergamie féminine. Et l'hypergamie féminine explique en partie pourquoi les filles ne s'engagent plus avec les hommes, pourquoi les célibataires sont si nombreux, notamment dans les grandes villes du monde, et pourquoi le nombre de partenaires sexuels est en augmentation générale. En plus de ces phénomènes, les rapports sociaux et de séduction se sont virtualisés. On ne courtise plus avec le regard, la voix et la posture physique, on match d'un coup de pouce et on envoie des messages. Le paradoxe, c'est que lorsque l'on interroge par de simples micro-trottoirs les jeunes hommes et les jeunes femmes, ceux-ci préfèrent de loin rencontrer quelqu'un dans la vie réelle, et non sur les applications de rencontres. Au plus profond de soi, chacun veut et espère rencontrer le partenaire de sa vie, et le rencontrer dans la réalité. Encore une fois, il s'agit ici d'une sacrée névrose. Et en plus, quel est l'intérêt d'agir contre sa volonté et contre ses intérêts? Alors, ayons un peu de courage, laissons les applications de côté, allons au musée, promenons-nous dans les rues et dans les parcs, sortons avec des amis, faisons du sport, participons à des ateliers de peinture ou autres, et osons nous regarder et nous aborder, comme le faisaient nos anciens.
Nous savons également que l'utilisation des réseaux sociaux nous rend de moins en moins aptes à détecter les signes non-verbaux de communication, à comprendre le langage non-verbal, les signes d'intérêt, les micro-expressions, tous les éléments subtils en réalité que l'on retrouve dans la communication réelle et physique. Nos yeux sont rivés sur nos écrans et non sur les personnes qui croisent notre route et qui nous entourent. Planqués chez nous, sur le canapé et derrière le téléphone, nous perdons petit à petit le courage et donc l'habitude et la compétence de rencontrer et de communiquer en face à face. Nombreux sont les gens qui communiquent par message ou par email, soi-disant par facilité, mais en réalité souvent par anxiété à l'idée de téléphoner à quelqu'un. Nous perdons tous ces aspects relationnels, de proximité, de cohésion. Les émoticônes ne remplaceront jamais un sourire, un rire, un regard timide, une voix douce, des pleurs et toutes les productions émotionnelles de la fabuleuse machine humaine. Les échanges par message ne nous permettront jamais de lire les multiples humeurs de notre interlocuteur. De plus, non seulement nous appauvrissons petit à petit notre intelligence émotionnelle et sociale, mais nous perdons en productivité. Quand autrefois il suffisait d'un rendez-vous ou d'un simple appel pour régler un problème, aujourd'hui nous passons par toute une série d'échanges et de communications qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Au moment de l'essor des médias sociaux, les startups du type GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ainsi que les médias mainstream, nous ont fait croire que ces plateformes et applications nous feraient gagner du temps et de la productivité. Mais en réalité, nous surexploitons tellement ces médias sociaux qu'ils en deviennent contre-productifs, et même nocifs pour notre santé mentale et émotionnelle. Car l'être humain est une machine comportementale, et si on ne l'habitue plus à certaines attitudes et pratiques sociales et universelles, telles que la lecture de la communication non verbale et des micro-expressions, il les perd. C'est aussi simple que ça. Le cerveau humain se débarrasse de ce qu'il n'utilise pas afin de faire de la place et afin d'accueillir les nouvelles informations du quotidien, à savoir actuellement le traitement des médias sociaux qui sont des entités virtuelles de taille infinie. En réalité, les réseaux sociaux devraient être entretenus dans seulement deux buts. Premièrement, entretenir des relations sociales, cultiver ce que l'on appelle en sociologie le lien social. Les réseaux sociaux ne devraient que prendre le relais du lien physique. Le lien social physique devrait toujours être prioritaire au lien virtuel. Il est primordial de remettre l'utilisation des médias sociaux à leur place, dans un contexte du monde réel et non virtuel. On peut entretenir des communications sur les réseaux sociaux et partager du contenu, mais je dirais qu'il est sage de créer un équilibre dans sa vie qui serait plutôt de l'ordre de 80% 20%, vie physique, vie virtuelle. Et deuxièmement, les réseaux sociaux devraient être entretenus dans le but de s'informer. En effet, nous vivons dans l'ère de la communauté élargie et du réseau global, et on ne peut pas supprimer cela totalement. On ne peut pas revenir en arrière, c'est certain. On fait partie d'un monde hyper connecté, et celui qui s'en exclut s'exclut de l'information et du monde. Il est important de suivre les actualités, les tendances sociales et sociétales afin de vivre en équilibre. Il est important de faire partie d'un réseau ou d'une communauté, mais de la façon la plus saine possible. Enfin, récapitulons ensemble quelques conseils qui vous permettront d'affronter ce Goliath digital. D'abord, comme je le disais précédemment, il est important de dire qu'il ne faut pas supprimer complètement l'usage des réseaux sociaux, mais le minimiser, et pas qu'un peu. Il est tout à fait vrai que la formule radicale qui viserait à se couper du monde virtuel n'est plus adaptée à l'individu moyen d'aujourd'hui. Il faut contrôler les réseaux sociaux comme on contrôle et on manipule un outil. Il ne faut pas non plus s'engager dans les réseaux sociaux de bon matin. L'idéal est de commencer sa journée par une activité calme, saine, agréable, par un petit déjeuner par exemple, par de la méditation, de la prière, ce que vous voulez, mais pas des réseaux sociaux. Il est conseillé d'ailleurs d'attendre quelques heures avant de se connecter. Et il est préférable également de ne pas consulter ces appareils connectés au moment du coucher. Surtout que la visualisation des écrans empêche le bon endormissement et donc impacte la qualité du sommeil. De plus, il ne faut pas constamment publier du contenu sur les réseaux sociaux. Évitez le community management à outrance, évitez de vous engager pendant des heures sur les réseaux sociaux. Évitez de vous lancer dans des débats souvent contre-productifs et chronophages dans les sections commentaires des pages Facebook par exemple. Moins vous serez présent sur les réseaux sociaux, plus votre bonne humeur sera préservée. Il ne faut pas non plus suivre toute une série de groupes, de chaînes et de médias sociaux. Sélectionnez-en juste quelques-uns, pas des dizaines. Vous disposez de 24 heures dans une journée, le temps est limité et précieux, donc faites attention au type d'informations que vous visionnez et auxquelles vous vous abonnez.
Par exemple, décidez de suivre une vingtaine de chaînes au total, comprenant YouTube, Facebook et tous les autres par exemple, et en fonction de vos centres d'intérêt. Répartissez-les avec équilibre et surtout avec équilibre, avec par exemple des chaînes d'actualité, de sport, de littérature, de développement personnel et d'humour. Mais je le répète, répartissez-les avec équilibre. Si vous vous inscrivez et suivez une cinquantaine, voire une centaine de chaînes et de groupes sociaux différents, vous passerez littéralement votre journée à les suivre, comme on sait que les hormones du plaisir s'illuminent dès qu'il y a une nouvelle notification, un nouveau message ou une nouvelle vidéo publiée. En suivant trop d'informations, vous aurez également l'impression d'être totalement dépassé par tous les contenus diffusés, ce qui est un vrai problème de nos jours, ce qui peut très vite d'ailleurs devenir frustrant, voire anxiogène sur le long terme. N'hésitez donc pas à vous désabonner de certains groupes, de certaines chaînes sociales, s'ils ne sont plus intéressants. Évitez de le faire avec la mienne, par contre. Faites le tri en tout cas, vraiment, faites-le au quotidien. Il faut trier constamment l'information. Les médias sociaux représentent une poubelle géante. Parfois, il nous arrive de tomber sur des pépites, c'est vrai, de l'information de très bonne qualité, très utile et même parfois très drôle. Mais souvent, c'est de la junk food, des médias qui nous inondent et qui infectent notre humeur et consomment notre temps, et en plus nous conditionnent. C'est pourquoi il faut filtrer sans arrêt et même ne pas hésiter à bloquer certains types de contenus, voire des pages entières et même des personnes. C'est une façon de se protéger de l'information qui peut être nauséabonde, révoltante et inutile. Faites-le pour vous, cela fera du bien. Vous verrez. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, je le fais quasiment tous les jours. En conclusion, les réseaux sociaux sont réellement en train de nous pousser à la perversion, et donc de détruire une à une nos vertus, que ce soit le courage, la franchise, le respect, l'écoute, l'humilité et la réflexion. Je vous invite donc à demeurer des individus responsables ou à le redevenir pour ceux qui se seraient laissés corrompre pendant un temps, ça peut arriver. Nous vivons de plus en plus dans une mentalité de l'enfant roi, de la femme enfant et de l'homme lâche. Nous sommes tous responsables de ce qui est en train de se passer et nous avons tous du travail devant nous dans le but de transformer nos habitudes. Alors, réincarnons les vertus dont notre monde a besoin. Les réseaux sociaux sont une bulle, une toile de pièges mortels. Et un jour, le réveil, l'extraction de la matrice, le retour au réel, sera bien douloureux. Mais il le faudra. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.